Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Cette année marque le 400e anniversaire de l'arrivée des premiers Africains réduits en esclavage aux États-Unis. L'arrivée dans la colonie de Virginie en août 1919 d'un navire transportant des Africains en provenance d'Angola a marqué le début de plus de 200 ans d'esclavage en Amérique. Maïra de la Salette et Betty Ayoub se sont rendus en Angola pour en apprendre davantage sur l'une des origines de cette traite transatlantique des esclaves et de son impact persistant sur la région. C'est un récit de Blanche Sano. En 1619, un navire européen a débarqué dans la Virginie coloniale avec une cargaison inattendue, au moins 20 Africains réduits en esclavage, une première en Amérique. Ces captifs originaires de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de l'Angola avaient survécu à une traversée dangereuse de l'Atlantique. Les registres de la vente et de l'expédition des Africains apparaissent toujours dans de nombreux documents racontant une histoire d'horreur, de bouleversement et d'exploitation. Des souvenirs qui hantent toujours l'Angola selon plusieurs témoins. Pendant près de 4 siècles, ce pays, ou du moins cette région qui est maintenant connue sous le nom d'Angola, a été fortement impliqué dans ces activités. Et ce pays en a été marqué dans tous les aspects. Le tissu social a été détruit et nous vivons aujourd'hui avec les conséquences de l'esclavage. Des siècles de domination coloniale combinés à l'esclavage ont favorisé des conflits en Afrique, ce qui a aggravé la pauvreté et l'instabilité dans plusieurs pays. La traite négrière a déstabilisé les sociétés africaines. À l'époque de l'esclavage et de la colonisation, les sociétés africaines n'ont pas pu réorganiser leur système politique et la main-d'œuvre. Et parfois, les gens essaient d'oublier cette partie de l'histoire. C'est la raison pour laquelle le Musée national de l'esclavage existe. Cette maisonnette et sa chapelle surplombant la mer sont considérées comme l'un des points de départ du commerce des esclaves de Luanda. Cette belle vue contraste avec les expériences déplorables vécues dans ces lieux. Dans ces bâtiments, les captifs ont été convertis au christianisme avant d'être envoyés pour faire face à leur destin d'esclaves dans le Nouveau Monde. Les personnes détenues en Angola ont été baptisées en groupe et ont reçu des prénoms portugais chrétiens. Par le baptême, l'Église catholique a privé les captifs de leur identité africaine. Dans le passé, l'Église et l'État travaillaient ensemble. Et l'évangélisation ici en Angola a servi à la fois l'Église et la colonisation, bien que ce mélange puisse être déroutant. Le curé nous dit que ces conversions étaient à la fois bonnes et mauvaises. D'une part, cela a aidé les nouveaux convertis à embrasser l'Évangile. Par contre, cela a détruit leur identité et leur culture. Beaucoup d'entre eux ont souffert à cause de cette évangélisation. C'est la raison pour laquelle l'Église s'est excusée plus tard pour ses erreurs. En 1985, le pape Jean-Paul II a demandé aux Africains de pardonner aux chrétiens de race blanche leur implication dans le commerce des esclaves. Le fleuve Kwanza, qui se jette dans l'Atlantique juste au sud de Luanda, était une importante route commerciale et les habitants de ces rives se sont laissés emporter dans le commerce des esclaves. C'est près du fleuve que la plupart des esclaves ont été capturés. Ils ont été kidnappés et cela a été fait avec la complicité des Africains comme intermédiaires. Selon l'historien Hearst, l'esclavage a occasionné le départ d'un capital humain précieux. La main-d'œuvre, l'intelligentsia, les personnes qualifiées ont été emmenées d'ici. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cette main-d'œuvre qualifiée pour que l'Afrique puisse voir sa situation s'améliorer. Le Portugal a officiellement interdit le trafic d'esclaves en 1836, mais l'Angola tente toujours de se remettre de cet héritage. Voilà, merci beaucoup Blanche Sano. Et pour le débat, nous avons 3 invités. Docteur Marilyn Sifocle. Marilyn Sifocle, vous êtes professeur de langue ici à Howard University à Washington. Merci d'être avec nous. Nous avons également le professeur Roger Benyonvi, historien et acteur de la société civile, qui est avec nous depuis Cotonou, au Bénin. Et le professeur Amadi Bokoum, historien archéologue, directeur du musée des civilisations noires à Dakar. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Et je démarre avec vous, professeur.
Le fait de célébrer le 400e anniversaire du début de l'esclavage ici aux États-Unis permet-il de lancer un franc débat et un débat qui est ouvert sur l'esclavage, l'esclavage étant un sujet très très difficile à aborder ici dans ce pays? Alors c'est le début d'un débat parce qu'il n'y a jusqu'à maintenant pas eu de vrai débat, de franc débat sur l'esclavage, sur les retombées de l'esclavage. On vante beaucoup aux États-Unis le système capitaliste, mais il faut se rappeler que les esclaves, eux, ils étaient bannis du système capitaliste. Ils n'ont pas pu justement participer parce qu'eux-mêmes, ils étaient les marchandises. Ils étaient considérés comme, non pas comme des êtres humains, mais comme des marchandises. C'était un système exécrable, un système vraiment horripilant, abominable. Et c'est un système sur lequel on n'a pas encore commencé à débattre. Alors, professeur Bokoum, on l'a vu dans ce reportage de nos collègues qui se sont rendus en Angola, l'Afrique continue de perdre des hommes et des femmes, et elle avait déjà perdu beaucoup. Et ces personnes qui, à l'époque, auraient pu contribuer au développement, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui en termes d'évaluation sur le plan, disons, des pertes sur le plan humain et économique? Je vous entends très mal. Est-ce qu'il est possible... Il faut même croire que je ne vous entends pas du tout. Vous m'entendez? Est-ce qu'il est possible d'évaluer les pertes sur le plan humain et économique pour l'Afrique? Je crois qu'on a un petit souci. Oui, on va... Difficile à évaluer. Très difficile à évaluer parce que, en fait, ça porte sur à la fois. Bien sûr, il y a la ponction démographique qui est immense. Plusieurs dizaines de millions de personnes, certainement, sont transportées ou sont mortes ou ont disparu en rapport avec cette activité. Mais le plus difficile à évaluer, en fait, pour moi aujourd'hui, c'est l'impact psychologique. Parce que quand même, l'économie de la violence qui a été instaurée par la traite négrière a détruit tout l'appareil de production qui existait. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, en termes sociétal, les producteurs se sont retrouvés au bas de l'échelle sociale. Avec la traite négrière, ceux qui ont pris le pouvoir, ce sont les prédateurs, les non-producteurs. Et cela a eu un impact, a toujours un impact incroyable sur l'Afrique. Aujourd'hui, les producteurs ne comptent pas encore en Afrique. Ce qui compte le plus, ce sont les prédateurs. C'est ceux qui ne sont pas dans la production. Et je pense que tant que les producteurs seront considérés comme les éléments les plus bas de la société, l'Afrique n'émergera pas. Pour que l'Afrique puisse émerger, il faut impérativement remettre au goût du jour le travail et la production. L'Afrique qui va émerger... On pourra revenir sur tout cela, professeur. On va essayer de voir si Roger Benyonvi est avec nous. Roger, vous êtes avec nous? Oui. Roger, je disais, il est vrai que l'Afrique a été victime de cette traite, mais est-ce qu'elle reconnaît à sa juste valeur le rôle que certains souverains de l'époque ont joué en aidant ou en contribuant à maintenir ce commerce des esclaves? Alors, je me tourne vers vous, docteur Marilyn Sefoko. 224 ans d'esclavage, c'est aussi 224 ans de main-d'œuvre, disons, gratuite et forcée. Est-ce que la contribution des anciens esclaves dans ce qui est aujourd'hui la première économie du monde est suffisamment reconnue? Pas du tout, pas du tout. Alors là, l'apport des personnes qui ont été réduites en esclavage aux États-Unis n'a jamais été suffisamment reconnu. La preuve en est qu'on dédie seulement le mois de février, qui est d'ailleurs le mois le plus court, à l'histoire des Africains-Américains. Donc ça vous donne déjà une idée. Mais quand on vient aux États-Unis, que vous soyez par exemple un Asiatique, un Européen, un Africain qui vient aujourd'hui aux États-Unis,
on ne se rend pas suffisamment compte de tout ce qui a été bâti autour de nous, qu'il s'agisse des routes du sud vers le nord, qu'il s'agisse du Capitole, qu'il s'agisse de la Maison-Blanche, qu'il s'agisse des grandes industries comme la United Steel Co, qui était à une époque la plus grosse industrie du monde, pas seulement des États-Unis, mais du monde. Tout cela, c'est le fruit du travail de l'Africain-Américain. Tout cela, c'est le fruit du travail du noir américain et ça a été un travail forcé et qui a perduré même après l'esclavage. Après l'esclavage, après l'abolition de l'esclavage, vous avez par exemple ce qu'on appelle les Pig Laws et les lois Jim Crow. Et ces lois Jim Crow forcent les gens, comme les sudistes, ils avaient perdu leur main-d'œuvre gratuite, donc ils se sont assurés que dans le 13e amendement à la Constitution américaine, qu'il y avait une clause qui disait qu'on pouvait perdre sa liberté, tout homme était né libre, tous les hommes étaient nés libres et égaux, mais pouvaient perdre leur liberté en cas si par exemple ils étaient appréhendés, si par exemple ils étaient devenus des criminels, s'ils avaient commis un crime. Donc il est devenu extrêmement important pour les États, en particulier les États du Sud, de réduire les Noirs américains à des criminels. C'est-à-dire que pour n'importe quoi, on était devenu criminel. Par exemple, il y avait des lois sur le regard que l'homme noir pouvait porter sur la femme blanche. Donc, par exemple, si un homme noir portait un regard que la femme blanche pensait était déplaisant, il pouvait être réduit à nouveau en esclavage d'après le Convict Leasing System, qui était un système qui était encore pire que l'esclavage, puisqu'il ne s'agissait pas de maintenir les personnes appréhendés en bonne santé, il s'agissait carrément de les tuer. Donc, ce qui s'est passé donc, après l'esclavage a été encore plus douloureux que pendant l'esclavage, puisqu'ils n'avaient vraiment aucun recours et ils étaient considérés comme des prisonniers. D'accord. Alors, professeur Bokoum, le rôle des religions dans la traite des personnes est une réalité. L'Église a reconnu son rôle. Et le sujet est même beaucoup plus tabou dans le monde musulman. Que peuvent faire aujourd'hui les religieux pour permettre une évolution du débat sur l'esclavage? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire du côté religieux. Bon, Jean-Paul II a dit à Gorée ce qu'il avait à dire. Je pense que ça a été important. Mais ça n'absout ni l'Église ni l'islam qui ont contribué de différentes manières à cette industrie-là. Ce que je pense plus fondamentalement, c'est qu'on doit un peu éviter de noyer le poisson. C'est-à-dire qu'on doit vraiment faire le bilan de ça. Et j'ai entendu tout à l'heure mon collègue, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il y a des Africains qui ont contribué à cette industrie-là. Mais ce qu'il faut retenir, à mon avis, fondamental, c'est que l'Afrique n'était pas l'opératrice stratégique de la traite négrière, c'était l'Occident. Et je pense qu'il y a, je ne parle pas de réparation, parce qu'il n'y a pas de réparation possible, mais il faut qu'on analyse profondément cette affaire-là avec la continuation qui était la colonisation, l'esclavage à la maison. Il faut vraiment mettre en dialogue le code noir du roi Soleil. On oublie très souvent que le roi Soleil, Louis XIV, considéré comme le plus grand humaniste, a signé, lui, le roi, le code noir, qui transforme les esclaves en objets. On pouvait en faire ce qu'on voulait. Et après la traite négrière, on a instauré le code noir, qui a instauré l'indigénat. Tout ce qui a été construit chez nous, ça a été construit par des esclaves chez eux. Tout cela, on ne le dit pas suffisamment. D'accord, merci beaucoup, professeur Bokoum. Alors, nos téléspectateurs ont été très nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Par exemple, Félix Conan à Abidjan écrit que la vie des descendants d'esclaves n'a pas beaucoup évolué aux États-Unis. Pour preuve, la discrimination existe toujours. Un noir est près de 3 fois plus susceptible d'être abattu par la police qu'un Américain d'une autre origine.
Selon Blaise Biakelta, qui est à N'Djamena, l'Afrique n'a rien gagné dans l'esclavage à part l'humiliation, le sous-développement et le choc psychologique qui continue encore aujourd'hui. Pour les États-Unis, l'esclavage est et demeure l'un des facteurs majeurs de leur développement, puisque les esclaves ont été utilisés comme main-d'œuvre ayant contribué à leur évolution comme puissance mondiale. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Abdurrahman Dia à la présentation. Nos invités, je rappelle, Dr Marilyn Sefocle, professeure de langue à Howard University, ici à Washington, militante des droits humains. Le professeur Roger Benyonvi, qu'on a perdu malheureusement. La ligne n'était pas très bonne avec Cotonou ce soir. Mais depuis Dakar, on a le professeur Amadou Bokoum, historien archéologue, directeur du musée des civilisations noires à Dakar. Alors, 2019 marque donc le 400e anniversaire de l'arrivée en Amérique des premiers Africains réduits en esclavage. Ils sont arrivés dans la colonie anglaise de Virginie. Au Ghana, cet anniversaire a été surnommé l'année du retour. Le pays accueille la diaspora africaine en lui facilitant l'obtention de visas. C'est l'occasion aussi d'organiser de nombreux événements pour faire découvrir leurs racines à ces expatriés. Echa Sarai s'est rendue à Accra pour les rencontrer. C'est un récit de Blanche Sano. Je ne sais pas précisément de quelle partie de l'Afrique je suis originaire. J'ai toujours supposé que j'étais ouest-africain. Le Panafest, organisé tous les 2 ans au Ghana, célèbre l'idée du panafricanisme. Mais cette année, le festival prend un nouveau sens car le Ghana accueille des membres de la diaspora africaine dont beaucoup ne savent pas d'où sont venus leurs ancêtres. Pour moi, c'est le voyage de ma vie car je me suis toujours concentré sur le Ghana que je voulais visiter depuis longtemps. C'est formidable de renouer avec la famille, comme vous le voyez, et de rencontrer des gens du monde entier. Son Excellence, le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, a déclaré 2019 l'année du retour de tous les Afro-Américains et de tous les Africains de la diaspora. Quand je considère le panafricanisme, je vois surtout un concept d'unité. Gail Nikwa, qui est venu des États-Unis, dirige l'association afro-américaine du Ghana. Nous faisons tous partie de la race noire. Nous sommes tous africains, n'est-ce pas? Si vous êtes africain aux États-Unis, si vous êtes africain au Brésil, si vous êtes africain dans la Caraïbe, si le taux de mélanine est élevé dans votre peau, vous êtes africain. Nikwa a travaillé avec les Ghanéens et d'autres Américains vivant au Ghana pour organiser une année d'événements commémorant l'unité africaine sur le continent. De nombreux participants déclarent être agréablement surpris par la manière dont Accra a brisé les stéréotypes qu'ils avaient du continent africain. Il y a beaucoup de préjugés et de perceptions que les Afro-Américains et les Noirs d'Amérique ont de l'Afrique. Ils pensent que tout ressemble au Soudan ou à une jungle, alors que ce n'est pas le cas. En plus des événements qui se déroulent dans la capitale du Ghana, une grande partie de l'année du retour implique des visites à Cape Coast pour découvrir le célèbre château qui a servi de point de ravitaillement pendant le commerce transatlantique des esclaves. Sur place, un musée a été érigé pour raconter l'histoire et les conditions des Africains réduits en esclavage avant leur départ définitif du continent. Quand ils viennent, c'est comme un pèlerinage, parce que beaucoup d'entre eux ne viennent ici qu'une fois de leur vie. Donc cet endroit est vraiment important pour eux. Il y a beaucoup d'émotions. Cette sensation de pèlerinage est ressentie par de nombreux visiteurs. C'est incroyable de voir cela se produire à ce stade de l'histoire. Et pour moi, c'est comme le cercle complet des choses qui viennent là où tout a commencé. Je sens un fort sentiment d'appartenance ici. Autrefois au cœur de la traite négrière, le Ghana abrite probablement aujourd'hui la plus grande communauté d'Afro-Américains en Afrique de l'Ouest. Voilà, merci encore une fois à Blanche Sano. Alors, docteur Sefocle, aujourd'hui, il y a comme une volonté de beaucoup d'Africains américains de réclamer fièrement leurs origines africaines.
Qu'est-ce qui explique ce regain d'intérêt pour le continent africain? Alors, il y a toujours eu un regain d'intérêt, il y a toujours eu intérêt pour le continent africain de la part des Africains américains. La date elle-même, donc de 2019, c'est une date importante, c'est une date symbolique. On parle de 400 ans, mais il faudrait parler de plus de 400 ans parce que les récits des historiens vous diront qu'en 1527 ou 26, il y avait déjà une révolte d'esclaves en Floride. Et à l'époque, donc, ce n'étaient pas les Anglais, mais c'était les Espagnols qui étaient dans le sud des États-Unis, dans la Floride, et qui avaient déjà amené, bien avant les Anglais, des personnes qu'ils avaient réduites en esclavage. Donc l'esclavage, c'est plus de 400 ans, en fait. On est déjà vers 500 ans. 400 ans d'esclavage, donc, dont 500 aux États-Unis, dont 400 ans d'esclavage, si on compte que la période qui va jusqu'à 2019, à peu près, jusqu'à 1919, à peu près, était une période vraiment terrible pour les Africains américains, qui était marquée par les lynchages et par une recrudescence du Ku Klux Klan. Donc pour les Africains américains, cette date est importante, de 1919, 1619-2019, mais il faut savoir que l'esclavage a commencé par les Espagnols. D'ailleurs, les premiers Africains américains parlaient non pas l'anglais, mais l'espagnol, puisqu'ils étaient amenés en Floride, en particulier dans la ville de Saint-Augustine, par les Espagnols. D'accord. Professeur Bokoum, dans les années 60, l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor avait organisé le Festival des Arts Nègres pour connecter l'Afrique à sa diaspora dans les Amériques. Comment appréciez-vous l'initiative du Ghana aujourd'hui avec cette année du retour? C'est dans la continuité que le Ghana. Je crois qu'on n'a pas trop de chance aujourd'hui avec les lignes, malheureusement. Je me retourne vers vous, professeur Siphocle. Vous avez un peu évalué ce qui s'est passé depuis 1966 avec ce Festival des Arts Nègres de Dakar pour voir un peu quels sont les rapports entre la diaspora et son continent d'origine. Il y a cette espèce de besoin de la part des Africains américains à renouer avec le continent, à apprendre davantage du continent. Auparavant, il faut savoir que les chances des Américains, des Noirs américains et des Noirs de la diaspora en général pour se trouver, d'aller en Afrique étaient plutôt limitées. Parce que si vous êtes, par exemple, réduit en esclavage sur un champ de canne dans les Antilles ou un champ de coton aux États-Unis, vos moyens pour regagner l'Afrique sont limités. Votre liberté est même limitée. Donc, ce n'est qu'à partir de... Mais il y a toujours eu cette volonté, ce désir de regagner l'Afrique. Il y a de nombreuses associations, d'ailleurs, qui s'en occupent. Et vous avez maintenant de plus en plus de volonté, de partenariat entre les jeunes Noirs américains et les jeunes Africains qui se retrouvent, par exemple, sur les bancs des Historically Black Colleges of Universities, comme Howard University, par exemple. Oui, et on constate aussi une explosion du marché des kits d'ADN. Hein. Beaucoup d'Africains américains, y compris beaucoup de célébrités, sont dans un processus de retour aux sources. Finalement, ce processus avec ce qu'on appelle les high profile peut-il déclencher un rapprochement entre les Africains, plutôt les Américains et leurs origines? Oui, cela va déclencher un rapprochement. Ce qui a été vraiment extraordinaire de la part du Ghana, ça a été cette volonté justement de faire venir des groupes d'Afro-Américains. Ce qui serait encore plus intéressant, c'est que chaque Africain-Américain, chaque Noir de la diaspora, des Amériques par exemple, ait par exemple un passeport africain, de l'Union africaine. Ça, c'est une chose pour laquelle que je revendique énormément et que j'aimerais que ça puisse exister un jour. Comme ça, il n'y aurait pas eu vraiment du tout de barrière et ce serait vraiment faciliter le retour des Africains-Américains en Afrique. Cela ne veut pas dire qu'ils vont y habiter, y séjourner, puisque donc, quand on est né dans un pays... la nationalité... Ça, c'est une très bonne chose. À tous ceux qui sont de la diaspora qui aimeraient rentrer en Afrique. Oui.
Oui. Donc ça, c'est une très bonne initiative et j'espère qu'il y aura d'autres initiatives de la sorte, en particulier le passeport, par exemple, de l'Union africaine qui serait automatiquement délivré à tout Africain de la diaspora. Absolument. Voilà. Et, en fait, mon invité de Dakar, le professeur Bokoum, l'avait brossé, mais je voulais avoir votre avis sur la réparation. C'est un débat qui a été relancé récemment par des candidats démocrates. Vous pensez que c'est un débat qui mérite d'être... Absolument, c'est un débat qui mérite d'être tenu. Il y a eu des réparations pour les Japonais, il y a eu qui étaient dans les camps, des camps aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des réparations pour les Juifs, il y a eu des réparations pour toutes sortes de groupes, sauf pour les Africains-Américains. Et il semblerait qu'on évite toujours les réparations quand il s'agit des Noirs en particulier. Et ça a été le cas même de la Namibie avec l'Allemagne. Donc il s'agit vraiment de faire... les réparations, c'est pas simplement écrire un chèque à chaque individu noir. Il s'agit de reconnaître ses torts, ce qui est extrêmement important parce que tout le système que nous avons maintenant, la base même du système dont nous avons hérité aujourd'hui, la base a été l'esclavage. Donc la peine et le déchirement pour les Noirs américains. D'accord. Malheureusement, nous arrivons presque au terme de l'émission. On me dit que le professeur Bokoum est de retour sur la ligne. Je vais vous demander rapidement votre avis sur cette initiative du Ghana qui demande à tous les membres de la diaspora africaine qui le souhaitent de rentrer avec le passeport ghanéen même, pourquoi pas? Mais oui, ils doivent rentrer. On a besoin de toute cette diaspora-là pour construire l'Afrique. On a vidé l'Afrique, il faut qu'on requinque l'Afrique. Et bravo, vraiment bravo au Ghana. Et ça me ramène un tout petit peu en arrière. Voilà. Je pense au premier cycle mondial des arts nègres. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Bokoum, malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Merci à nos invités et à vous qui avez suivi cette émission. Vous pouvez retrouver donc cette émission sur notre site internet et notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.